Un puissant dragon se profile sur un groupe d'aventuriers, qui avaient osé le défier. Avec un seul balayage de sa queue, la bête a écrasé le champ de bataille, menaçant d'effacer quiconque sur son chemin. Brandissant 2 épées, un guerrier féroce a décroché un coup droit sur le museau de la créature. Ensuite, un aventurier a déclenché un boulon de magie éclair de sa lame. Le dragon a contré avec un sort glacial, s'est attiré directement vers le groupe, mais une sorcière humaine a rapidement évoqué Procha, un bouclier magique qui protégeait ses alliés du mal. La pression cependant, était si intense, que la barrière s'est brisée, laissant les aventuriers exposés. Quand le guérisseur a été blessé, un de ses compagnons a rapidement administré une potion. L'a ramené dans le combat. Profiter du chaos. Un homme rusé a utilisé une manœuvre sournoise pour réduire l'œil du dragon. Envoyer la bête dans une rage aveugle. Le guerrier à double lame a utilisé son agilité pour détourner le crépitement, rayon rouge loin de ses coéquipiers. Tandis que le combattant de première ligne aboyait sur ses alliés pour ne pas perdre cœur. Après tout, ils étaient l'aile argentée, la fête la plus forte du monde. Dans la scène suivante, une table ronde est bondée d'aventuriers de haut niveau, rassemblés pour une réunion d'urgence. Vigo niveau 99 pointe le doigt sur Dennis pour leur dernière mission ratée. Le blâmer pour avoir utilisé la voix de Dread, ce qui a soi-disant effrayé du dragon de la grotte et leur a coûté la victoire. Dennis se retourne en rappelant à tout le monde que c'était le capitaine Vigo lui-même qui lui a ordonné d'utiliser cette capacité. Le leader bien sûr refuse de donner une telle commande. Dennis frustré dérive dans sa propre mémoire de la bataille. Leur mission était de vaincre le dragon de la grotte et récupérer ses matériaux rares. Mais quand la bête est devenue berserk, gagner est devenu impossible. C'est à ce moment que le capitaine a demandé à Dennis d'utiliser la voix de Dread, et avec cette rafale d'intimidation, le dragon de la grotte a paniqué et a couru. La mission était un buste. Même si, Dennis sait que s'ils avaient pressé, beaucoup d'entre eux seraient morts. Vigo insiste toujours sur le fait qu'il ne donnerait jamais une telle commande, et accuse Dennis de comploter pour salir la réputation du groupe. Comme s'il était une sorte d'espion d'une équipe rivale. Avec cette suspicion sans fondement, le capitaine condamne Dennis à l'expulsion. Voyant qu'aucun de ses autres coéquipiers ne parle, Dennis se rend compte qu'ils sont tous d'accord. Vigo ricané, qu'un simple cuisinier comme Dennis n'a jamais mérité d'être dans le groupe de toute façon. Et c'est suffisant pour faire monter Dennis de son siège. Et libérer une vague de pouvoir devant le leader. Vigo ne recule pas, dans son esprit. Silverwing est uniquement pour les guerriers les plus qualifiés. Et même si Dennis est de niveau 99, il est toujours juste un cuisinier, donc avec tout cela dit, Dennis recule, accepte son expulsion, et part sans un autre mot. Quelques jours plus tard, Dennis fait ses valises pour quitter la capitale, quand une petite fille tombe sur lui, et lâche accidentellement son ballon. Elle est écrasée. C'était un cadeau de sa mère, alors Dennis saute sur l'obélisque de la fontaine sur le carré, et attrape le ballon, le lui rendant et éclairant son monde. Avant de la regarder courir vers sa maman, il lui dit « Si quelque chose compte pour toi, ne le laissez pas s'échapper si facilement. » Regardez son ancien coéquipier d'une fenêtre haute, Vigo décide qu'il est enfin temps de mettre son plan en mouvement. Retour à Dennis alors qu'il part à travers les portes de la ville, il est arrêté par une ancienne membre du parti Katie. Le guerrier double à lame, elle se précipite après lui, désespérée de comprendre pourquoi il a été expulsé. Selon elle, si Dennis part, personne ne pourra faire ses potions secrètes. Ou fouetter la nourriture délicieuse, seulement il sait cuisiner. Dennis hausse les épaules pour insister sur le fait qu'ils trouveront quelqu'un de mieux. Mais Katie est catégorique depuis que Dennis a rejoint. Leurs courses de donjon ont monté en flèche en efficacité. Et c'est la vraie raison. Silverwing se trouve maintenant au sommet du classement des aventuriers. Ce n'est pas de sa faute, les autres ne reconnaissent pas ce qu'il apporte à la table. Et s'il insiste pour partir pour de bon, elle veut au moins qu'il prépare le dîner. Et préparer des repas pour les maîtriser. Dennis se plaint que tout ce à quoi elle pense, c'est de la nourriture. Mais Katie grandit, et demande ce qu'il fera ensuite. Il dit qu'il ouvre un restaurant. Il va enfin cuisiner pour de vrai. Katie est écrasée après tout. Elle était celui qui a invité Dennis à rejoindre Silverwing en premier lieu. Et il la remercie pour ça. Pensé à lui-même, Dennis sait que lui et Katie se sont toujours entendus. Vigo d'autre part est clairement intéressé par elle, et cela a probablement influencé sa décision de se débarrasser du cuisinier. Comme dernier effort de fausser, le vice-capitaine ordonne à Dennis de retourner dans l'équipe maintenant. Mais même sans réponse, Dennis sait que ses jours d'aventure sont terminés. Du côté brillant, sa nouvelle vie de chef commence à peine. Sans perdre du temps, il se dirige vers une autre ville, et est instantanément captivé par un réfrigérateur de pointe. Sur le marché, un absolu doit avoir pour tout vrai restaurant. Il meurt d'envie de le ramener à la maison. Mais d'abord, vérifie son guide pour les ex-aventuriers sur la façon d'ouvrir un restaurant. S'assurer que c'est vraiment une dépense nécessaire. Selon le livre, la meilleure approche consiste à minimiser les coûts, dans la mesure du possible. Qui convainc Dennis de sauter l'achat pour l'instant. Et compter sur sa magie de glace à la place. Quitter la boutique. Ce serait l'entrepreneur décide de suivre son guide, étape par étape.
Se faire pomper pour lancer sa nouvelle entreprise, encerclant le marché, il garde ses conseils à l'esprit. Acheter un bâtiment abandonné bon marché et rénover le mec. Établir de bonnes relations avec vos fournisseurs. Après un long après-midi de shopping et de recherche, Dennis peut sentir son rêve prendre vie. Se rapprocher à la minute, il est presque prêt mais lise un peu plus loin dans le guide. Il se rend compte qu'il ne devrait pas essayer de tout faire seul. La cuisine est cruciale, mais les clients comptent autant. Alors Dennis décide qu'il est temps d'embaucher quelqu'un. Au milieu de tout ça, il remarque un homme dans la rue. Dessiner une foule, alors qu'il se vante de ses marchandises cueillies à la main de qualité inégalée. Mais l'attraction vedette est une petite fille qui, selon le marchand, était autrefois la fille d'une grande maison noble. Ses parents avaient perdu une lutte de pouvoir, et avaient été chassés. Certains dans la foule se demandent si la fille est vraiment un noble, ou si c'est juste le stratagème du marchand pour faire monter son prix. Dennis, pour sa part, ne pouvait que penser à quel point il souhaitait pouvoir l'aider. Mais il ne pouvait pas sauver tout le monde. S'il essayait d'écrire chaque injustice du monde, il ne survivrait sûrement pas. Soudain, la fille rencontre les yeux du cuisinier, et dans ce regard il est transporté dans sa propre enfance. Quand il a erré dans les rues seul et abandonné, une offre d'ouverture de 300 000 PIS lance la vente aux enchères, mais le prix augmente en tir rapide, jusqu'à 800 000 en rien de temps. Le marchand est sur le point de conclure l'accord lorsque Dennis parle, offrant 1 million, mais ensuite le vendeur de réfrigérateur et augmenter l'offre à 1,5 million. Il est désespéré de prendre ce mignon petite fille à la maison et prenez bien soin d'elle. Les gens autour d'eux chuchotent de préoccupation. La pieuvre a offert tellement pour la fille, et tout le monde sait qu'il est dépravé. Dieu sait seulement ce qu'il ferait à un enfant innocent. Ne pas vouloir abandonner Dennis offre 2 millions. Mais la pieuvre compte avec 3. La guerre des enchères se dérobe de plus en plus. Semblant avoir une fin avant la coupe de la scène suivante, Dennis parvient à acheter la fille. Échanger presque toutes les pièces qu'il avait. Il ne peut toujours pas avoir la fille errant dans des chiffons. Alors il l'emmène dans un magasin, et lui achète une robe qui, selon le commerçant, correspond parfaitement à ses cheveux. Plus tard dans l'après-midi, les deux marchent côte à côte dans la rue. Soudainement, la fille s'arrête dans ses traces et se tient immobile pendant plusieurs secondes. Ignorer les appels de Dennis sans un mot. Elle recommence à marcher. Laisser Dennis complètement à perte de quoi faire avec cet enfant. Alors qu'elle traîne la tête baissée, la fille lève soudainement les yeux et se rend compte qu'elle a perdu de vue son nouveau maître. En un éclair, elle est presque passée par un chariot qui passe et se heurte à un homme à l'aspect rugueux. Quelques instants plus tard, elle fait de même pour une femme âgée, qui lui casse avec un dédain ouvert. Chaque rencontre fait que l'enfant se sente comme si elle était piégée dans un cauchemar vivant, entourée d'étrangers hostiles, une créature sans défense parmi les loups. C'est là que Dennis la trouve et avoue à quel point il était inquiet, s'excusant d'avoir marché trop vite. De retour à la maison que Dennis venait d'acheter, la fille demande pourquoi il l'a achetée. Dennis se gratte la tête, expliquant qu'elle lui a rappelé quelque chose d'il y a longtemps. Il demande comment il devrait l'appeler, et elle répond à l'esclave. Je n'aime pas ce bit. Dennis insiste pour l'appeler Adler. Il se présente plein d'enthousiasme. Elle demande ce qu'elle est censée faire. Et Dennis lui dit qu'elle n'a rien à faire. Elle peut utiliser les étages comme elle aime. Ou elle est libre de partir si elle veut. Après tout, à partir de ce moment, c'est une personne libre plus tard. Le cuisinier fait ce qu'il fait le mieux, prépare un repas adapté à son nouveau colocataire. Pendant qu'il travaille dans la cuisine, la fille reste silencieuse et retirée. En plus d'être un cuisinier talentueux, Dennis utilise également un peu de magie pour améliorer le repas. Lui donner une touche spéciale, c'est ce peu de magie qui fait enfin s'allumer. Pour la première fois depuis son arrivée, l'arôme si enchanteur qu'elle a l'impression de flotter dans l'air. Quand elle ouvre à nouveau les yeux, une belle assiette de nourriture est devant elle. Dennis est assis à côté d'elle et les deux remercient pour le repas. La fille prend sa première bouchée et tombe instantanément amoureux de la saveur, manger comme si elle ne pouvait pas en avoir assez, une fois qu'elle est fourrée, 8+. La regardant, Dennis se rend compte qu'il ne peut pas imaginer ce que cette fille a vécu. Il décide de ne pas la pousser avec aucune question. Si elle veut parler, elle le fera. Même si elle a été si profondément blessée, elle pense qu'il n'y a plus d'espoir dans le monde. Au moins, elle aura de la nourriture à manger ici. À un moment donné, Dennis demande si Etlier a aimé la nourriture, et elle se rend compte qu'elle a une montagne de riz coincée dans sa gorge. Inciter Dennis à revenir à son secours une fois de plus. Au cours des prochains jours, Etlier s'habitue au rythme de la vie quotidienne. Planage autour de la maison avec un nettoyage et des tâches, peu de temps elle et Dennis sont inséparables. Partager chaque petit moment. Un jour après avoir finalement terminé le décor du restaurant, Dennis célèbre avec une bosse de poing. Etlier hésite, mais quand elle renvoie enfin le geste, elle sent pour la première fois un sentiment d'appartenance et de camaraderie avec ce jeune homme, qui a fait tant pour elle. Et donc enfin, le restaurant Adventurers ouvre ses portes.
Et Denis veut qu'Atelier soit l'affiche pour l'endroit. Avec tout décidé, le propriétaire jette un dernier coup d'œil autour. Les menus préparent l'eau. Les tables et les chaises sont définies. Les ingrédients et les outils de cuisine sont tous à leur place. Tout est parfait. Rien ne peut arrêter cette aventure. Maintenant Thierry de Denis se promet que le tout premier client tombera amoureux de sa cuisine, tellement qu'ils devront y manger 3 fois par jour. Et bien tant qu'il paie, bien sûr parce que Denis est mort, et ne peut se permettre de donner à quiconque des repas gratuits. Enfin, la porte du restaurant s'ouvre. Et un chevalier en armure complète se tient silencieusement à l'entrée. Rappelons la page 28 de son guide. Denis s'est souvenu que certains clients voulaient juste être laissés seuls, préférant ne pas être dérangés. Donc même si ce gars était armé sur les dents, le chef a dû garder une distance amicale pour ne pas rendre les choses gênantes. Alors que le client prenait un siège au comptoir, le propriétaire du restaurant a demandé à Etlayer de récupérer un verre d'eau. Denis gardant un œil sur l'homme, attendu avec impatience de voir ce qu'il commanderait. Après tout, c'était son tout premier client et il devait être spécial. Au lieu de parler, le client a simplement souligné une petite partie du riz. Et un côté de cristallisé, plume marinée sur le menu. Honnêtement, Denis était un peu déçu. Il avait imaginé qu'un guerrier comme celui-ci irait pour un repas copieux. Pour se remettre d'une bataille épique, pensait à haute voix. Il a demandé si le client était du genre à manger comme un oiseau. Et le gars secoua la tête. Denis a alors demandé s'il manquait d'argent. Et la réaction du guerrier a clairement indiqué que c'était exactement le cas. Denis a donc décidé d'ignorer l'ordre modeste et fouetter un énorme bol de brettora, vouloir traiter son premier client rapidement. Le client l'a précisé d'une voix distinctement féminine, qu'elle ne pouvait pas payer pour le repas. C'est là que Denis a réalisé que son client était en fait une femme. À ce moment-là, elle n'avait plus rien à cacher. Elle a enlevé son casque et a révélé qui elle était vraiment. Elle a expliqué de manière quelque peu découragée qu'elle avait été expulsée de sa fête d'aventure, juste pour être une fille, une touche cruelle. Considérer le sexe ne devrait pas avoir d'importance en ce qui concerne les compétences et la bataille. Son niveau n'était pas si élevé, mais probablement vers 23 ans, ce qui était assez respectable. Denis a convenu de la question du genre, et pensait qu'elle était assez mature à ce niveau de toute façon. Tout attiré vers l'aventurier, a continué. Le vice-capitaine du groupe le plus fort du marché, l'aile argentée, une épée femme connue sous le nom de Lightning Crimson, dont l'attaque d'ouverture a toujours été un coup critique, clairement un guerrier légendaire à part entière. Denis savait tout d'elle. Il murmura même sous son souffle qu'elle pourrait être assez impitoyable, parfois ne pas attraper ce qu'il a dit. L'aventurier a expliqué qu'elle cachait son sexe pour entrer dans une autre fête, mais c'était difficile, puisqu'elle ne pouvait même pas parler sans se laisser loin. Les choses s'étaient serrées, elle manquait d'argent et perdait de l'espoir. Voir ça. Denis a posé le tout premier repas pour son tout premier client. En espérant remonter le moral, la fille a été fascinée par l'apparence alléchante du plat. Elle lui a rappelé qu'elle ne pouvait pas payer, mais Denis l'a salué en lui disant de manger avant qu'il ne fasse froid. Avec ça, elle a creusé, et à chaque bouchée elle semblait transportée. Quand elle a finalement fini, Denis se réjouissait de la façon dont elle avait l'air heureuse. L'a invitée à revenir à tout moment. Mais comme elle l'avait déjà dit, elle ne pouvait pas se permettre des repas quotidiens dans un restaurant. Alors Denis a fait d'elle une promesse. Il avait fait passer le mot qu'une épée féminine cherchait une équipe. Et en attendant, elle pouvait y manger gratuitement jusqu'à ce qu'elle trouve un emploi. L'offre l'a laissée sans voix. Après avoir servi son tout premier client, Word est sorti et plus de gens ont commencé à venir, et tomber amoureux de la cuisine de Denis. Si c'était son riz frit, ou les pâtes Wyvern qu'il a faites pour un groupe d'hommes qui se sont arrêtés. Ils ont dit que la nourriture était de premier ordre, et l'affiche était la chose la plus mignonne jamais. Denis a ri à 8 personnes la félicitent. Mais elle est restée silencieuse. Comme si rien de tout cela ne la concernait. Un rappel que son passé l'avait rendu beaucoup plus difficile. Même un couple âgé a salué son service. Mais 8+ ne savait toujours pas comment répondre. Quand l'un des groupes masculins a remarqué que c'était le repas parfait, avant de partir explorer un donjon, Denis s'est rendu compte qu'ils étaient aussi des aventuriers. Il a demandé s'ils seraient intéressés. En ajoutant une épée féminine à leur équipe, l'un d'eux a dit qu'elle pouvait les rejoindre le lendemain. Il cherchait en fait quelqu'un avec plus de puissance de feu. Plus tard dans l'après-midi, lorsque la fille est revenue au restaurant, elle a été étonnée que Denis lui ait trouvé une nouvelle fête si rapidement. Elle a promis qu'elle le rembourserait chaque centime de son premier chèque de paie, même s'il l'avait arrangé. Denis lui a dit de faire attention. Il ne connaissait pas ces gars, mais elle était trop excitée pour s'inquiéter. Peu de temps après que Denis a fini de préparer son basilic au yacodon, et elle a poli la plaque en un rien de temps en produisant, la bouche toujours pleine, pour le rembourser pour chaque dernière bouchée de ce repas divin. Denis lui a demandé de ne pas parler avec sa bouche pleine, alors elle marmonna avec sa bouche encore pleine à quel point la nourriture était délicieuse. Après son repas, le premier client de Denis est parti. Mais elle n'était certainement pas la dernière. Au fil des jours, de plus en plus de gens ont découvert le restaurant de Denis, et son talent étrange pour les plats uniques.
Une nuit après l'heure de fermeture, sans clients à l'exception d'eux. Deux filles se sont arrêtées, et étaient tout aussi captivées par la nourriture. Alors qu'ils s'apprêtaient à fermer, Dennis a demandé à Headlier d'aller chercher le rideau du magasin pour lui. En attendant, écoutez dans leur conversation. Dennis a entendu la fille blonde en disant à son ami ces derniers temps, certains groupes d'aventure invitaient les femmes à les rejoindre. Seulement pour leur faire des choses terribles, au plus profond des donjons, ils emmènent les femmes jusqu'à présent qu'ils ne pouvaient pas retrouver leur chemin. Puis les a abandonnées après les avoir agressées. Après avoir tiré cela plusieurs fois, ces aventuriers avanceraient à une autre ville et répéter le cycle. Entendre tout ce, Dennis s'est demandé si ces criminels étaient peut-être les gars qui sont venus dans son restaurant. Le lendemain, la lourde épée blindée s'est présentée à ses nouveaux coéquipiers. Comme Henrietta en face d'elle se tenait un gars aux cheveux bruns nommé un épée légère à droite. Porter une boucle d'oreille et un collier élevé était la Marmot le guérisseur. L'archer aux cheveux rouges était Handok, et le mage à capuchon était Kalatoba. Techniquement, était le leader. Mais comme il n'avait pas de hiérarchie officielle, Henrietta pourrait juste se détendre. Assez tôt, le groupe se dirige vers sa première mission avec un nouveau membre. Selon Steele, le travail d'aujourd'hui sera juste une simple course de rassemblement à l'intérieur d'un donjon. Henrietta demande ce qu'ils collecteront exactement. Mais le leader dit qu'ils en parleront une fois qu'ils sont arrivés, que ce n'est rien de majeur avec un sourire maladroit. Elle se pense qu'elle voulait vraiment savoir avant d'arriver. Mais elle est trop inquiète de rendre les choses bizarres. Alors elle se taise jusqu'à ce que l'équipe atteigne enfin la grotte. Une fois à l'intérieur, Henrietta prouve rapidement qu'elle est tout sauf ordinaire. Avec chaque ennemi qui apparaît, elle les abat de manière nouvelle et créative. Ses coéquipiers regardent avec admiration, applaudir et louer les nouvelles performances des recrues. Des mots qui vont directement à sa tête. Après la manière brutale, elle a été expulsée de son dernier groupe. Ils disent toujours qu'il est temps d'aller encore plus loin. Et pour la première fois, Henrietta a l'impression que les gens comptent vraiment sur elle. Après tout, elle a toujours été traitée comme le lien faible, juste parce qu'elle est une femme, ou celui protégé qui ne peut jamais vraiment se battre. Maintenant que les choses sont différentes, Henrietta jure qu'elle lui donnera tout ce qu'elle a. D'une manière ou d'une autre, plongée dans les parties les plus dangereuses du donjon. Jusqu'à ce qu'un golem en argent apparaît, Henrietta n'hésite pas une seconde. Elle le rencontre de front et tranche l'un de ses bras, en une seule frappe. Ensuite, ils s'affrontent contre un ver massif au plus profond de la grotte. Et Henrietta en fait un travail rapide, enlever sa tête sans transpirer. À chaque nouvelle étape, Henrietta devient de plus en plus déterminée, pour prouver qu'elle fait une partie digne de l'équipe, mais toute cette conduite a finalement un prix. Après tant de combats, Henrietta est finalement épuisée. Même alors, ses coéquipiers semblent à peine remarquer. Insister sur le fait qu'ils sont presque à leur destination finale. Laissée sans choix, elle se pousse vers. Pas même donner à un moment pour reposer ses jambes. Enfin, ils atteignent une certaine partie du labyrinthe. Explique toujours que le bleu éclatant, les cristaux verts dispersés, sont appelés cristaux de mémoire. Et c'est ce qu'ils sont venus ici pour collecter. Henrietta s'accroche à peine, s'effondre presque sur place. Alors le leader dit à Marmok de lancer un sort de guérison sur elle. Au lieu de cela, Marmok lance un sort qui restreint ses mouvements. Henrietta, encore plus en difficulté, essaye de saisir son épée, mais toujours lui sur la main, et lance l'arme. Maintenant avec son corps sous le choc de l'effet d'étourdissement, Henrietta est une proie facile pour la gang de criminels. Planter son pied sur elle, le chef d'équipe se moque de la facilité avec laquelle elle était facile de tromper. Juste un peu de douce conversation selon lui. Les femmes épées sont toujours les meilleures cibles. Ils ne sont pas aussi intelligents que les mages ou les sages. Et ils ont généralement les plus beaux corps. Le plan est de s'amuser avec le joli pendant 1 heure. Et puis la laisser partir, Marmok admet même qu'il va à nouveau l'étourdir. Mais si elle donne peut-être, elle en sortira. Entendre tout ce, Henrietta ne peut que regretter de ne pas avoir écouté Dennis. Si elle a juste prêté plus d'attention, elle aurait su que quelque chose n'allait pas dès le début. Avec ça, les criminels commencent à retirer son armure. Mais soudain, le son de la bataille résonne à travers la grotte. Il panique, craignant qu'il y ait une autre fête à proximité, dit toujours à Handok de le vérifier. Mais le chef est immédiatement mis à part par un coup. Cela l'envoie voler la source du chaos avance. Portant un sac au-dessus de leur tête et brandissant 2 couteaux de cuisine. La pure fureur fait penser aux aventuriers qu'un monstre leur est venu pour eux. Toujours, ordonne à Marmok d'utiliser un sort de détection, pour trouver la faiblesse de l'intrus. Mais le sort est inutile contre un adversaire aussi terrifiant. En un éclair, les attaques d'étrangers, même s'il bloque avec son épée, il est lancé contre le mur de la grotte avec une force d'écrasement osseux. Comme Henrietta est impuissante sur le plancher du donjon froid, la silhouette masquée détruit absolument les criminels qui regardent, à travers des yeux flous. Henrietta pense que la personne se déplace comme un maître-chef, mais elle s'évanouit avant qu'elle ne puisse comprendre tout cela. Dans la scène suivante, alors que la nuit tombe, Henrietta raconte ce qui s'est passé la veille.
Quand elle s'est réveillée, elle était allongée dans la salle d'attente de la guilde des aventuriers. Impossible de remercier le mystérieux homme musclé avec les couteaux de cuisine. Ses assaillants avaient été éliminés, attachés et laissés à l'entrée du donjon. Ou alors on lui a dit quand la guilde a enquêté. Il s'est avéré qu'ils étaient des criminels voués. Après tout elle a traversé, on a presque l'impression que c'était juste un mauvais rêve. Il est toujours clair pour Henrietta, elle a besoin d'être beaucoup plus prudent avec qui elle s'aventure. Désormais à Dennis, en attendant, dit que c'était de sa faute. Trop à sa surprise dans sa vue, il aurait dû faire des vérifications des antécédents sur ces gars. Henrietta embarrassée insiste sur le fait que ce n'était pas sa faute. Jusqu'à ce que son estomac laisse échapper un grognement fort, Dennis demande ce qu'elle veut pour le dîner. Elle se souvient qu'elle est toujours cassée, mais comme toujours, le chef s'en fiche. Il veut juste voir son partenaire avec un ventre complet. Dans ce cas, Henrietta demande le combo suprême Hudgen Steak. Dennis plaisante que c'est le plat le plus cher. Et quand elle se rend compte qu'elle est exagérée, elle essaye de commander le moins cher à la place. Mais le chef rit, et dit à Hitler de fermer pour la nuit. Maintenant que leur invité a commandé le plus grand repas, les deux vont devoir le manger ensemble. À ce moment, ces deux filles de l'autre jour reviennent, et commandent un paloma. Lasagne et un paloma cuit au four. Un peu plus tard, Dennis termine le steak suprême de Henrietta. Et apporte une autre portion à Atelier, qui est tout aussi terrassé par la beauté et la jointin du plat. Les autres clients demandent pourquoi le chef n'était pas ouvert hier. Alors il explique qu'il avait quelque chose à prendre en charge. Entendre cette Henrietta commence à devenir suspect. Imaginez ce même sac de la veille au-dessus de la tête de Dennis. Ce qui convient un peu trop parfaitement. Juste après que quelqu'un ouvre la porte du restaurant, avec un sourire, le chef Dennis accueille le nouveau client au restaurant Adventurers. Le lendemain, à l'intérieur du restaurant, Henrietta essaie d'attirer l'attention du propriétaire pour une conversation. Mais il est tellement pris dans son travail, qu'il la coupe pratiquement juste pour lui demander ce qu'elle aura aujourd'hui. Après quelques secondes de réflexion, la nuit commande le ramen du sorcier. Seulement après avoir passé sa commande, montre-t-il qu'il avait réellement écouté. Henrietta voulait savoir si elle devait revenir en arrière pour cacher son sexe pour les futures aventures, et le cuisinier lui dit qu'elle devrait faire les choses à sa manière, parce que c'est la seule façon dont elle sera vraiment elle-même. Entendre ces mots, Henrietta se précipite à l'arrière du restaurant pour enlever toute son armure. Avant de revenir, elle reflète que lorsque les gens font des erreurs, ils commencent à craindre en faire de nouveau et parfois perdre de vue qui ils sont vraiment. Mais au lieu de céder à ça, la fille sort dans sa vraie tenue, se permettant de montrer son vrai moi. Voir ce huilouk lui donne un coup d'œil, un coup de pouce, et Dennis sourit en approbation. Pendant ce temps, quelqu'un s'approche de la porte du restaurant. À l'intérieur du guerrier, profite de chaque bouchée de ses nouilles, son bonheur simple à voir. Après tous les conseils de Dennis avaient vraiment touché son cœur. Les mots d'un chef qualifié ont juste frappé. En parlant de ce que Dennis change soudainement son ton. Depuis qu'elle a réussi à manger tout en vue, il veut savoir si elle prévoit de rejoindre un autre groupe. Et retourner au travail, Henrietta essaye d'esquiver la question. Alors le chef devient plus direct. L'appuyant sur l'onglet, elle lui doit. À ce moment-là, un très jeune entre eux prend place au comptoir et ouvre le menu. S'arrêter ses allers-retours avec Henrietta. Pendant un moment, le propriétaire salue le nouveau venu, bien qu'il n'ait aucune idée si c'est un garçon, une fille ou peut-être les deux pour sa part. Henrietta ne peut penser que à la beauté de l'enfant. Éviter les pronoms. Dennis demande à être averti quand le client est prêt à commander. Et l'enfant demande ce qui est bon à manger, tout ce que Dennis répond. Mais l'enfant pense que c'est la réponse la plus inutile possible. Himet est le chef, suggère de riches katsudon. Mais l'enfant n'est pas d'humeur à un bol de riz. Henrietta suggère plutôt des pâtes. Quelque chose comme un spakatsu. Mais l'enfant pense que cela semble trop lourd. Le guerrier essaye d'offrir autre chose. Mais cet enfant était difficile comme peut-être. Dennis perd sa patience et se précipite presque au client. Forçant Henrietta à le retenir. 8+ pendant ce temps. Pousse l'enfant et dit. Le riz frit est la voie à suivre, dans des situations comme celle-ci. Avec un choix fait que Dennis se mette à travailler avec son flair gai habituel. Fouetter un repas avec ses touches magiques signature. Bientôt, il sert une magnifique assiette de riz, frit aux crêpes. Sans hésitation, l'enfant attrape une crevette du haut. Et tombe instantanément amoureux du goût. Après, Dennis demande s'il y avait quelque chose dont le gamin voulait parler. Depuis qu'ils étaient entrés en ressemblant à quelqu'un qui avait besoin de se défouler, depuis qu'il l'a évoqué, l'enfant confie que tout le monde autour d'eux est tout à fait désespéré. Mentalement ralenti, je pense seulement à terminer la quête qui est à portée de main. Et collectionner un document de paiement. Avec une ambition zéro de devenir un groupe de premier plan, c'est ce que l'enfant ne peut pas. Tenez-vous la plupart de ces perdants qui font semblant d'être des aventuriers pour le spectacle. Qui est impardonnable. Le problème est quand l'enfant a dit cette vérité à son ancien groupe. Ils ont été expulsés mais c'est exactement ce qu'ils voulaient.
Pas question de rester dans une équipe de personnes si peu profondes. Au lieu, un jour, ils rejoindront l'aile argentée, et devenir le plus grand utilisateur magique, qui est, pas vraiment d'humeur pour cette conversation. Dennis dit juste à l'enfant égoïste de le remettre un peu. Ou bien risquer de se retrouver seul. Parce que ce qui fait un vrai aventurier c'est le groupe, pas seulement le talent individuel. Le mage est d'accord tant que le groupe est suffisamment fort pour suivre. Déjeuner fini, le gamin paie pour le repas. Dit qu'ils quitteront le changement, même s'ils avaient déjà payé le montant exact. Avant de partir, ils se présentent comme Vivian Strange. En montrant clairement qu'ils reviendront pour plus de ce riz frit aux crevettes. Effectivement le lendemain, Vivia est de retour en attente alors que le chef Freeze se fait des crevettes pour le déjeuner. Cette fois, Vivia partage qu'ils ont décidé de rejoindre le groupe le plus fort de la région. La troupe de la brume nocturne après tout, quand tu es aussi fort que Vivia, tu finis par être assez peuplé. Dennis le corrige populaire est le mot qu'il voulait dire. Et demande si l'équipe est vraiment à la hauteur du niveau de Vivia. Vivia n'est pas sûre mais fait confiance à leurs propres compétences. Et est sûr qu'ils ont juste besoin de montrer ce qu'ils peuvent faire. Dennis note que ce gamin a vraiment un certain esprit. Tandis que Vivia attend avec impatience la journée, ils rejoignent enfin l'aile argentée. Bientôt, le repas est servi, et encore une fois enchanté par la nourriture. Le petit mage court se demande à haute voix s'il obtiendra un surnom cool quand il rejoindra les ailes en argent, quelque chose comme le mage noir ou similaire. Dennis se pense que c'est plus probable qu'ils appellent ce petit gars Rice Fight Boy. Mais même si Vivia est égocentrique, le chef admire sa volonté pour s'améliorer. Tant qu'il trouve une équipe fiable pour grandir aux côtés. Un jour, cet enfant fera un aventurier de confiance. Dennis demande quand son premier emploi avec la nouvelle équipe sera. Et Vivia explique que demain, ils rassembleront des matériaux de synthèse rares. Au 5e étage du donjon. Un peu inquiet. Dennis utilise sa capacité de scan et découvre que Vivia est le niveau 17. Ce qui est vraiment élevé pour quelqu'un de cet âge, mais le niveau recommandé pour entrer dans le 5e étage est d'au moins 30. Dans cet esprit, Dennis demande si ce n'est pas un peu profond pour lui. Mais Vivia est sûre que tout fonctionnera. D'autant plus que les membres de l'élite le soutiendront. Entendre cela, Dennis pense que les enfants lisent probablement les sorts avancés. Et maintenant croit qu'il peut les retirer dans une vraie bataille. Selon le chef, le niveau d'une personne est essentiellement une mesure du nombre et de la qualité des compétences qu'ils ont acquises. La raison pour laquelle les statistiques de base de quelqu'un augmentent chaque fois qu'il se lève est parce que les compétences qu'ils ont déjà deviennent plus nettes. Et ils sont presque toujours actifs. Donc, si Vivia a vraiment maîtrisé plusieurs compétences avancées, c'est étrange que son niveau n'ait pas augmenté en conséquence. Dans cet esprit, Dennis essaye de faire voir le mage avoir ses propres limites. Mais, Vivia insiste, le chef ne pourrait jamais comprendre ce que c'est que d'entrer dans un donjon. C'est un sentiment que seuls les aventuriers, mais Dennis se souvient trop bien. La dernière fois qu'il est arrivé au 37e étage, quoi qu'il en soit, Vivia paye pour son déjeuner et dit à Dennis tout va bien se passer. Il prévient également à l'avance que la prochaine fois, il commande du riz frit au crabe. Le lendemain, alors que Dennis se promène sur le marché de la rue avec 8, il ne peut s'empêcher de s'inquiéter de Vivia, qui est probablement au 5e étage du donjon en ce moment. Dennis veut arrêter l'enfant. Mais il sait que dans le monde des aventuriers, vous devez prendre la responsabilité de vous-même. C'est comme ça que ça marche. 8 tire sur sa manche et dit « J'espère qu'il va bien soudain. » Deux aventuriers marchant, en commençant à parler. L'un demande si ce gamin Vivia va aller bien, l'autre hausse les épaules. Dire que c'est comme ça qu'ils font les choses. Et il est inutile de s'inquiéter à ce stade. Même si, le capitaine Hopper a envoyé l'enfant au 5e étage, par lui-même. Juste pour voir s'il survivrait dans ce rite de passage. Où la plupart des gens finissent par mort, entendent que Dennis attrape les deux gars. Et les traîne dans une ruelle isolée pour obtenir des réponses. Pensant que ce sont des coups chauds parce qu'ils sont membres de la troupe de la nuit. De la nuit, les deux hommes vont à l'attaque. Mais Dennis les bat l'enfer sans transpirer. Ils ne se rapprochent même pas d'un coup. Dennis revient à 8 ans et soupire. Ils devront fermer le restaurant aujourd'hui. Comprendre la situation. La fille le regarde dans les yeux et lui souhaite bonne chance. Quant à Vivia, il apprend à la dure. Cette vraie vie ne ressemble en rien à ce qu'il a lu dans ses livres magiques. Il court pour sa vie. Essayant de secouer les monstres le pourchasser, plus tôt, ces deux aventuriers l'avaient laissé seul comme test. Pour voir s'il pouvait rejoindre leur groupe, en cours de route, une vigne jaillit soudainement dans la vie, et s'enroule autour de sa cheville. L'arrêter dans ses traces. Vivia terrifiée essaie de se souvenir du sort pour briser les enchantements. Mais il a tellement peur que son esprit devienne vide. Pour tous les sorts qu'il a mémorisés, le jeune mage se retrouve complètement impuissant. J'attends juste que les gobelins se rattrapent et le terminent. Pris dans sa panique, une chaîne magique passe lentement à travers lui. Quelques instants plus tard, les gobelins atteignent là où il est attaché, mais Vivia est déjà partie. En fait, une fille l'a caché dans un trou. Dans le mur, le laissant échapper aux monstres qui l'ont été après lui. Vivia la remercie pour le sauvetage, et est vraiment étonnée qu'elle connaisse un sort
aussi antique que la magie d'orthographe. Même ainsi, la fille le fait clairement n'est pas le moment de se sentir en sécurité. Ils ont encore besoin de trouver une issue. Son nom est Cynthia. Et malheureusement, elle aussi a été abandonnée par son groupe, après être tombée dans un piège en courant de monstres. Peu importe ce qu'elle fait, Cynthia a toujours eu l'impression qu'elle n'était même pas assez bonne pour les bases. Toujours causer des problèmes à ses coéquipiers. Prendre une chance à Vivia admet qu'il ne sera pas sauvé non plus. Et peut-être qu'il était un peu trop plein de lui-même. Peu importe le groupe dans lequel il est, il suscite toujours des ennuis à cause de sa terrible personnalité. Les deux trouvent le réconfort dans leurs situations similaires. Et juste comme ça un lien se forme entre eux. En dehors du restaurant, 8+ balaye le trottoir. De retour dans le donjon, les gobelins semblent revenir, faire leur chahut habituel. Face au danger, Vivia propose un plan. Il agira comme un appât, et éloignera les créatures. Donner à Cynthia une chance de s'échapper. Cynthia n'est pas en désaccord. Dire que cela n'a aucun sens pour lui de se sacrifier. Mais Vivia insiste sur le fait qu'il ne serait même pas vivant si ce n'était pas pour elle. Pour la première fois de sa vie, Vivia Strange est prête à mourir pour quelqu'un d'autre. Il a passé toute sa vie à être égoïste, regarder les autres pensant qu'il était meilleur que tout le monde. Mais Cynthia l'a sauvé et l'a réconforté. Et maintenant avec tout son cœur, il veut juste qu'elle sorte de sa vivante. Cynthia le supplie d'attendre de l'aide. Mais Vivia a déjà décidé se sacrifier pour la sauver. Alors le jeune mage rassemble son courage et sa force pour la prochaine étape. Il sort du trou dans le mur et fait face au gobelin. Déterminé à lui donner tout ce qu'il a pour que Cynthia ait une chance. À mesure que les monstres se rapprochent, le mage jette son sort Palme, littéralement une main géante qui agit comme une barrière pour retenir les ennemis. Mais les gobelins ont réussi à se frayer un chemin après quelques efforts, et enfin près de lui. Et puis littéralement, Dennis vient s'écraser sur les gobelins. Pas avec un pistolet mais avec une gigantesque poêle, il a évoqué avec un sort qui s'appelle En acier. Avec cette énorme casserole, il parvient à diviser le couloir, séparer les créatures de l'autre côté. Pensant que c'est un autre monstre avec un sac au-dessus de sa tête, Vivia commence à tirer un tas de paumes. Mais quand il entend la voix du monstre, il se rend compte que c'est juste le chef. Dennis retire le sac, s'apparne Vivia sur la tête pour faire quelque chose d'aussi téméraire, et lui dit qu'il est temps de partir. Vivia se précipite pour trouver l'ami qu'il s'est fait dans le donjon. Mais quand ils arrivent au trou dans le mur, ils découvrent que Cynthia n'était en fait qu'un squelette. Portait les vêtements de la fille depuis le début, le lendemain à la Guild Adventurers. Vivia et Dennis ont regardé les origines de cette fille, et a découvert que son nom était Cynthia Dread, un mage de 16 ans, qui s'est séparé de sa fête au 5e étage du donjon, il y a 13 ans à cause de cela. Ils ont visité les aventuriers tombés tard dans l'après-midi. Pour rendre hommage, Dennis a mentionné qu'il avait entendu des histoires comme celle-ci avant, où les esprits des aventuriers morts en labyrinthe parfois aidaient les gens qui y étaient piégés. Alors qu'il plaçait des fleurs sur la pierre tombale, Vivia est fondue en larmes, et a promis qu'il reviendrait toujours pour rendre visite à son ami, et qu'il deviendrait le mage N-1 du monde. Pour sauver des gens comme Cynthia, alors qu'il quittait le cimetière, Dennis a essayé de le remonter le moral, promettant de faire de lui une grande assiette de riz frit. Mais Vivia était encore visiblement ébranlée par tout ce qui s'était passé. Alors, le chef lui a donné une gifle copieuse dans le dos, et lui a dit de ne pas rester trop longtemps, ou l'esprit de Cynthia ne serait jamais libre. Agacé, Vivia a dit qu'il le savait déjà mais voulait juste se laisser triste. Du moins pendant un petit moment. Soudainement, il a senti que le courant magique de la fille se déroule à nouveau à travers lui. Vivia a pensé que dans le passé, chaque fois que les gens éprouvent quelque chose de mystérieux, ils l'ont appelé magique, et si c'était vrai, puis Cynthia Dread était certainement un mage. Pendant ce temps au clocher de la ville, une fille se tenait au bord sur le point de tomber, se demandant pourquoi les choses devaient finir comme ça. Tard dans l'après-midi. Vouloir savoir quand elle allait enfin réparer les rapports, elle était censée se rendre, descendre la petite fille qui a marmonné des excuses. Mais bien sûr, ça ne lui suffisait pas. Pendant ce temps, les autres gars de la pièce ont ri et se sont moqués d'elle. Alors que Buckle tentait d'expliquer que les chiffres de la mission, les paiements de récompense n'ont pas additionné, en entendant cela, son patron l'a frappé sur la tête avec la pile de papier, et lui a dit qu'elle ferait mieux de tout refaire jusqu'à ce qu'il corresponde, doutant qu'elle était vraiment de niveau 32. À cause de cette réprimande, Buckle était coincé au travail longtemps après le départ de tout le monde. Essayer de redresser les choses, elle a remarqué que le nombre d'articles collectés était désactivé. C'est pourquoi les calculs de récompense ne correspondaient pas. Dans son esprit, ce devait être quelqu'un qui était là plus longtemps qu'elle. Faire ses erreurs mais elle était toujours celle qui les répartit. En plus de tout ça, elle a dû se lever à 3 heures du matin pour une mission de l'aube. Et elle n'avait pas eu une bouchée à manger toute la journée. Pas déjeuner, pas dîner. Elle était absolument mourante. Même si elle doutait que des restaurants seraient toujours ouverts.
Sa faim était si intense, qu'elle a décidé de tenter une chance, et vérifier si un nouvel endroit dont elle avait entendu parler pourrait encore servir. Quand elle est arrivée là, et pour un deuxième bâche, elle sentit ses espoirs couler. Mais alors 8 a demandé si elle était client. Donner à la fille une chance de glisser à la dernière minute. Non seulement cela, mais le membre du personnel a demandé à Dennis prendre soin d'une seule commande de plus pour la nuit. Dennis n'était pas ravi. Mais Henrietta et Vivia ont également sonné. Convaincre le chef de fouetter quelque chose pour la fille, Boucle embarrassée était assise au comptoir, et après avoir regardé le menu, commandé le quotidien spécial, alors que Vivia discutait avec Henrietta de la coupure de la frange, Buckle s'est retrouvée à tremper dans l'atmosphère confortable. Cela lui rendait le cœur plus léger. La vérité était qu'elle passait généralement ses rares jours de congé à dormir, sans amis avec qui sortir. Et elle a réalisé, ce serait bien de venir dans un endroit chaleureux comme ça, plus souvent. Après un certain temps, Dennis a sorti le spécial, et le nouveau client regarda la nourriture frite et la sauce inconnue. Elle n'avait jamais rien vu de tel. Au moment où elle l'a goûté, la boucle a été époustouflée par ce que le chef pouvait faire. Honnêtement, elle n'avait jamais rien mangé d'aussi délicieux dans toute sa vie. Convenu que cet endroit était un joyau total. Henrietta a secoué 15 autres plats, pour qu'elle puisse essayer, comme le katsudon de Vitra ou les ramen magiques. Vivia a plaisanté en disant que son ami avait déjà tout essayé dans cette décharge. À quoi elle a répondu bien. Qu'attendez-vous d'autre du premier client du restaurant? Premier freeloader, tu veux dire? Le chef Dennis a remis en arrière, je vous laisse exécuter un onglet et vous avez pris pleinement avantage. Il est temps de préparer un emploi. Henrietta grommela, mais Vivia était aussi au chômage. Mais le chef a souligné que le mage, au moins payait ses repas avec ses économies, gagnait lui-même le titre de traître. Henrietta à cette boucle a éclaté en riant si fort qu'elle a commencé à pleurer. Et tout le monde s'est tourné pour la regarder. Après tout, il y avait vraiment une place dans le monde, remplie de bonne nourriture, et de bonnes personnes, mais tous les jours. Elle était coincée dans un travail où tout le monde la détestait sans raison. Et elle a dû travailler tard dans la nuit. Honnêtement, Bako s'est réveillé chaque matin en souhaitant qu'elle puisse disparaître. Bien qu'il n'ait pas toujours été comme ça, quand elle était plus jeune, la considérait comme un mage prometteur. Louée par tout le monde, dans sa communauté, elle était si talentueuse, que quand elle est devenue majeure, l'ensemble du village a regroupé leurs ressources pour parrainer ses études, dans la grande ville en espérant qu'elle deviendrait une sorcière à part entière. Les choses ont commencé assez bien, tout de suite, Baku a sauté une note en raison de ses capacités remarquables. Et on lui a même offert une place en tant que membre du corps professoral, une enseignante qu'elle a remportée de confiance, et prévu de rejoindre la plus forte guilde de l'aventurier de la ville. Gagner de l'argent et redonner à ceux qui l'avaient soutenu. Avec ce souvenir qui persiste dans son esprit, Bako a quitté le restaurant après seulement une seule bouchée de sa nourriture. Tout le monde à l'intérieur s'inquiétait pour elle. Et Vivia a mentionné qu'elle faisait partie de la troupe de la nuit, le même groupe qu'il avait déjà quitté pour mort. Les autres ont rapidement exhorté Dennis à faire quelque chose, mais le chef a juste haussé les épaules, dire qu'il n'était qu'un cuisinier. Tout ce qu'il pouvait faire, était de nourrir les gens. Boucle s'assemblait, devrait céder. À 3 heures du matin, son alarme s'est déclenchée. Il était temps de se préparer pour sa mission. Bien qu'elle n'ait pas réussi à dormir du tout, épuisée, elle s'est éteinte pendant un instant et a fini par courir tard. En justice, elle a attrapé ses affaires et s'est précipitée pour rencontrer ses coéquipiers, qui étaient furieux de son manque de responsabilité. Ils sont toujours partis pour leur mission de donjon du matin. Dans le chaos, ils ont été pris en embuscade par un loup-garou, qui a frappé l'un des membres de l'équipe au sol. Bako a réagi instantanément avec une explosion, remarqué le monstre inquiet. Elle s'est précipitée pour vérifier son coéquipier blessé, seulement pour être écartée par l'homme même qu'elle vient de sauver. Après la mission, le jeune mage a erré dans les rues de la ville. Pesé par la tristesse, ses coéquipiers avaient eu le culot à blâmer elle pour ce qui est arrivé au gars dans le donjon. Et il lui avait dit des choses horribles. Lui dire qu'ils seraient tous mieux si elle n'était pas là. Proche. Henrietta et Vivia marchaient dans la rue pour parler de nourriture. Henrietta a secoué chaque plat sur le menu du chef Dennis. Tandis que Vivia lui a suggéré de se concentrer sur des choses plus pressantes, comme obtenir un emploi. À ce moment-là qu'ils ont repéré la boucle, descendre, alors qu'elle passait. La scène suivante a trouvé une boucle en haut du clocher. Debout au bord se demandant comment sa vie était arrivée à ce. Vivia et Henrietta l'avaient suivi. Réalisé que les choses étaient bien pires qu'ils ne le pensaient. Et juste au moment où la cloche a commencé à sonner, Buckle a sauté, Henrietta a sauté après elle, saisir la fille. Tandis que Vivia jetait un sort d'amorti près du sol, transformant leur chute en un atterrissage doux. En attendant au restaurant, lui sort du bain et se plaint immédiatement. Il n'y a pas de serviette qui signifie. Bien sûr, elle sort dégoulinant et Stark. Laissant Dennis se précipiter, désespéré de trouver quelque chose, n'importe quoi, pour que la petite fille se sèche avec. Quelques instants plus tard, Vivia et Henrietta se présentent avec Buckle en remorque. Le cuisinier jette un coup d'œil à la situation et arrive à une conclusion. Le petit mage fait face à une maladie de l'esprit. Plus il est sérieux, plus les gens gardent leurs problèmes pour eux-mêmes, et finir par se détruire.
Vivian ne peut pas aider. Mais, diable qu'Henrietta ne souffrira jamais de quelque chose comme ça. Quand il voit la fille rire réellement, Dennis se rend compte à quel point ces deux fauteurs de troubles s'entendent déjà. Henrietta veut savoir comment Buckle peut être guéri. Et le chef explique que le seul vrai remède est beaucoup de repos. Vivian n'est pas convaincue que cela se produira jamais. Après tout, Buckle fait partie de la nocturne Mist Squad, alors Dennis promet de parler avec l'équipage cette nuit-là. Il accueille les membres de l'équipe dans son restaurant. Leur chef Captain Hopper est rapide à s'excuser qu'une de son équipe cause tellement de problèmes à Dennis. Dennis, pour sa part, insiste sur le fait qu'il est celui qui devrait s'excuser. Depuis qu'il en a assommé quelques-uns à un moment donné, OP se brosse. Dire qu'il a entendu la nourriture ici est censé être de premier ordre. Dennis peut dire que ce gars ne lui donne pas un pouce. Et ses compétences le dimensionnent rapidement. Niveau 51 Way de la ligue de tout aventurier moyen. Pas étonnant que son équipe ait N-1 dans la ville. Quant à Buckle, Dennis explique qu'elle est en sécurité, et se repos pour l'instant. Mais elle n'est pas en état de travailler avec la brume nocturne. Et devrait vraiment être libérée du groupe pour qu'elle puisse récupérer. Hopper dit que c'est plus facile à dire qu'à faire, ils ont la garde de la fille après tout. À cela, un autre membre jette des boucles contractées sur la table. Dennis est furieux quand il voit à quoi elle s'est inscrite. Conditions impossibles, et une charge de travail inhumaine, surtout pour quelqu'un de son âge. Quand les autres se moquent de sa préoccupation, le chef perd son sang-froid et leur dit à plat. Ils ne sont rien d'autre qu'un gang d'artistes cruels. Entendre que Hopper écrase sa tasse à la main et dit « Cette ville est leur gazon, ils sont la loi ici. Si Dennis ne veut aucun problème, il ferait mieux de boucler la main maintenant. » En même temps, Bako se réveille misérable, se demandant pourquoi ses amis ne la laisseront pas déjà mourir. Quelqu'un comme elle serait mieux mort. Entendre cela, Aetlir lui dit calmement qu'elle est libre de mourir, si c'est ce qu'elle veut. Aetlir elle-même avait pensé à mettre fin à sa vie une fois, après tout ce qu'elle avait perdu. Elle avait été bannie et vendue comme esclave. Et c'est là que les pensées sombres ont commencé. Il n'y avait rien de bon dans son esprit à l'époque. Juste de la douleur et de la souffrance. Mais 8+, n'est pas mort. Parce que d'une manière ou d'une autre, il y avait encore des choses merveilleuses dans la vie. Tout d'abord, elle dit à son ami, avoir quelque chose de délicieux à manger. Et seulement alors décider ce que vous voulez vraiment. Si Bako veut toujours mourir après ça, alors peut-être qu'il n'y a rien d'autre à faire. De toute façon, bien qu'elle ait beaucoup plutôt que Bako choisisse de vivre à l'extérieur de la pièce, Dennis demande à Hopper s'il pense qu'il est roi ou quelque chose comme ça. Hopper hausse les épaules. C'est à peu près comme ça dans chaque ville de donjon. Le groupe le plus fort détient le véritable pouvoir, car personne d'autre ne peut rivaliser. Silverwing est un exemple parfait. Dennis souligne que le groupe de Hopper ne les ressemble. Mais Hopper n'est pas d'accord que c'est fondamentalement la même chose, sauf au lieu de la royauté et des nobles en tant que clients. L'influence de Nightmist est limitée à cette petite ville. Honnêtement, il pense que ce dépotoir est tellement en train de descendre, il devrait être brûlé au sol. Soudain Katie, la foudre cramoisie fait irruption dans le restaurant. Peu importe que ce soit fermé, l'ancien coéquipier de Dennis est ravi de le voir après si longtemps. Et compliment, l'ambiance terre à terre. Dennis essaye de la faire revenir plus tard, puisqu'il est au milieu de quelque chose d'important. Mais Katie fait boue. Elle est venue de la maison Hawk, juste pour le voir. Et c'est l'accueil qu'elle obtient. Hopper ne peut s'empêcher de remarquer l'armure cramoisie, les épées rouges jumelles et ses cheveux ardents, sans parler de l'insigne sur son manteau. C'est à ce moment que ça clique, il regarde le vice-capitaine de Silverwing, mieux connu sous le nom de la lame Crimson Swift. À ce moment-là, Hopper commence à devenir sérieusement nerveux. À quel point Katie et Dennis semblent proches. Après Dennis convainc Katie d'attendre un peu. Il demande s'il y a un moyen d'obtenir, bouclé de l'équipe, sans provoquer de scène. Katie interrompt immédiatement. Suivez Vivia pour un câlin comme un petit animal en peluche. Dennis doit lui rappeler qu'il est un gars. Tandis que le jeune mage demande comment elle connaît le chef. Katie révèle joyeusement que Dennis faisait partie de Silverwing. Et que les deux étaient essentiellement des partenaires, une révélation qui frappe tout le restaurant comme une bombe. Laissez tout le monde stupéfait. Les yeux de Hopper s'écartaient quand il se rend compte d'où vient Dennis. Il comprend enfin que faire un ennemi de ce type est une idée terrible. Sur cette note, il ordonne un subordonné pour brûler le contrat de Buckle, la libérer officiellement de l'équipe. Puis les temporisations de la place qui fusionnent. Katie remarque que les choses auraient pu devenir laides. Et Dennis est soulagé que tout s'est terminé sans se battre. Katie d'autre part, est furieux que quiconque gâche avec son Dennis, mais il ne se souvient même pas jamais de faire partie de la foudre cramoisie. Débordant de colère, elle demande s'il veut qu'elle lance cette secousse hors de la ville. Et Dennis sait qu'elle a le pouvoir de le faire. Mais lui dit de le refroidir. Katie grogne que Dennis peut parfois être une vraie douleur. Mais honnêtement elle aime ça à son sujet. Mettre tout cela de côté. Le chef demande à sa vieille amie ce qu'elle veut manger. À ce moment-là, Whitler se présente pour commander le spécial quotidien pour Buckle, qui est enfin hors du lit.
Dennis se sourit alors que Whitler sort une chaise pour la fille malade. Et Katie ordonne le même plat pour elle-même. Une fois la nourriture prête, les deux prennent leur repas et peuvent enfin creuser. Katie ne fait pas d'hésitation. Et montre la boucle que manger peut être une bouée de sauvetage. Puis après Dennis lui rappelle qu'elle est toujours là. La fille s'en sort. Et essaye les crevettes frites signature de la maison avec la sauce spéciale. Sa réaction c'est comme si elle était morte et est allée au paradis. Seulement pour revenir après avoir goûté à quelque chose d'incroyable. À partir de ce moment, elle ne pouvait tout simplement pas arrêter de manger, savourer chaque bouchée avec pur plaisir. Découvrez ces vidéos apparaissant sur votre écran, et abonnez-vous pour ne pas manquer la partie suivante.